Dimanche 17 décembre 2023, chers téléspectateurs de ORTM2, vous l'avez compris, c'est l'heure du JT7, l'émission consacrée à la revue de l'actualité hebdomadaire. Tout d'abord, le sommaire. Tenue ce lundi 11 décembre et mardi 12 décembre 2023, la 15e édition du Symposium national des droits de l'homme a réuni les acteurs ici à Bamako. Il s'agissait de débattre sur la protection des droits humains profite aux Maliens et à toute personne résidant sur le territoire. Plus de détails, c'est dans quelques instants. Alors, pour échanger sur les droits de l'homme, nous avons aujourd'hui avec nous Maître Mokhtar Mariko. Il est le président de l'AMDH, l'association malienne des droits de l'homme. Maître Mariko, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, avant d'entamer les échanges, nous allons d'abord suivre cette activité couverte par l'équipe de ORTM1 dirigée par Batraouri. Le Symposium national sur les droits de l'homme au Mali, une exigence statutaire pour la Commission nationale des droits de l'homme. Ce rendez-vous annuel est à sa 15e édition avec la particularité d'être la dernière du mandat de l'actuel président de la Commission. S'il se veut un état des lieux sommaire de la situation des droits humains, ce cadre constitue également un rappel des engagements nationaux et internationaux auquel notre pays a souscrit en toute liberté et en toute souveraineté. De même, il se veut un espace de rassemblement des institutions et organisations de défense des droits humains en vue d'une synergie d'action et les liens de bonne collaboration au service d'une seule cause. Cette cause noble n'est rien d'autre que celle de la promotion et de la protection de la dignité humaine. J'espère que cette rencontre inspirera des idées et des discussions qui permettront de réfléchir sur la place des droits humains dans la Constitution du 22 juillet 2023, d'interroger le cadre légal d'indemnisation des victimes de conflits armés, d'échanger sur la protection des libertés en période de crise. Ce forum se tient au lendemain de la date anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pourquoi il est suivi avec beaucoup d'intérêt par les partenaires de la Commission nationale des droits de l'homme, notamment le Centre de Genève et le Royaume des Pays-Bas. Pour protéger et promouvoir le respect des droits de l'homme, la stratégie des Pays-Bas met l'accent sur 5 priorités. L'égalité des droits pour les femmes et les filles, l'égalité des droits pour tous, liberté de religion et de conviction, protection de la liberté d'expression et protection des défenseurs des droits de l'homme et de l'espace civique. Ces priorités sont intégrées dans nos différents programmes de coopération afin de soutenir les efforts du gouvernement du Mali dans la protection et la promotion des droits humains. Le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a saisi l'occasion pour décrier les nombreux cas de violations commis au Mali et qui sont ignorés par les organismes internationaux de défense des droits humains. Les droits de l'homme se trouvent au cœur de la vision de la refondation de l'État voulue par le peuple malien à l'issue des Assises nationales de la refondation et mise en œuvre grâce à la volonté affirmée de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, et de son gouvernement conduit par le docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre chef du gouvernement. Aussi voudrais-je profiter de cette occasion pour rassurer les uns et les autres quant à la détermination de l'ensemble des départements ministériels impliqués à assumer pleinement leurs responsabilités dans ce domaine. Enfin, une consécration pour la CNDH. La Commission a atteint cette année le statut A, c'est-à-dire le plus haut sommet des organismes internationaux de défense des droits humains, ce qui a permis aux membres de la Commission d'offrir au président un tableau de reconnaissance. De retour sur ce plateau pour retrouver Maître Mariko. Maître, alors, avant d'entamer nos échanges, quand parle-t-on de droits de l'homme et quand parle-t-on de droits humains? Je vous remercie pour la question. Je salue l'ensemble des auditeurs.
Ce que je vais dire à ces propos, c'est que dans certains pays, c'est la même chose. Droits humains, droits de l'homme, vous allez chez les anglophones, on vous dira human rights. Human rights, tout à fait. Mais dans les pays d'expression française, vous entendez généralement l'expression des droits de l'homme. Mais en réalité, les droits humains sont les droits qui sont inaliénables à la personne humaine. C'est-à-dire, c'est des droits qui sont inhérents à la personne humaine et sans distinction de race, ni de religion, ni d'ethnie, ni d'origine. Mais ces droits-là incluent aussi les droits à la vie et les droits à la liberté. Mais quand vous venez chez les francophones, les droits de l'homme, en réalité, c'est comme une armure, un système de protection qui permet la vie en société. Et une fois qu'un des droits est violé, les citoyens ont la latitude de saisir les juridictions pour sanctionner cette violation. D'accord. Donc ça, c'est bien compris. Mais maintenant, Maître Mariko, quelle est la situation du droit de l'homme dans notre pays? Bon, c'est une question qui mérite d'être posée. Parce qu'en réalité, depuis la crise de 2012, les droits sont en piteux état dans ce pays, dû d'abord par l'occupation des régions de Gao, Tombouctou et Kidal. Tout à fait. Donc nous avons vu beaucoup de cas de violation venant des groupes armés. Mais cela ne veut pas pourtant dire que du côté gouvernemental, qu'il n'y a pas quelques exactions. Et d'ailleurs, vous avez vu, le tribunal militaire de Bamako a commencé à juger beaucoup de cas. Mais ce qui est constant et ce qui est réel, c'est que la plupart des abus de droit ont été commis par les groupes armés. Et ces groupes armés ont, comment on appelle, barré, sont devenus un obstacle à la scolarité des enfants, à l'éducation des enfants. Ces groupes aussi n'ont pas permis aux citoyens maliens dans les zones rizicoles et dans les zones reculées d'aller librement dans leurs champs. Aucun commerce n'est possible. C'est-à-dire, en réalité, ça a été une catastrophe pour les droits humains, l'existence de ces groupes armés qui existent, qui n'ont pas de règles de conduite, qui sont sans foi ni loi. Et voilà comment vous avez pu constater avec moi que le bateau Tombouctou, contenant uniquement des civils, a été bombardé. Tout à fait. On ne peut pas comprendre. Si vous en prenez à l'État, aux institutions de l'État, on peut peut-être bien comprendre. Mais des civils qui sont en train de vaguer, désarmés, qui n'ont présenté aucune velléité, ils sont allés les attaquer. Et présentement, on ne s'attaque qu'aux objectifs civils, les écoles, les marchés, les bus. Et vous avez constaté aussi un moment où des bus ont été arrêtés et incendiés. Incendiés, tout à fait, oui. Donc, nous disons que les droits ne se portent pas très bien. Mais cela ne veut pas dire que l'État ne fait pas de son mieux. L'État fait de son mieux, mais cela, aux yeux des défenseurs des droits humains, est insuffisant. Et nous leur demandons, leur exhortons à aller davantage à la protection et à la promotion des droits humains, afin que tous ces enfants-là, qui ne vont plus à l'école, puissent vraiment accéder les centres de scolarité. Et ensuite, vous avez vu des déplacés internes. Et je le dis, l'État fait de son mieux. Mais quand vous allez à Faladje voir ces gens qui sont sur des tas d'ordures et qui n'ont pas cherché à être là. Et quand vous voyez aussi sur l'axe Bamako jusqu'à Gao, des enfants qui sont en conflit avec la loi, c'est-à-dire les petits enfants, les mendiants, les trucs qui sont en train de courir par-ci, par-là à cause de cette crise. Donc, en résumé, nous disons que les droits se portent un peu mal en République du Mali. Alors, qu'est-ce qui peut être fait actuellement pour améliorer cette situation? Bon, pour améliorer cette situation, nous sommes tous interpellés. Nous sommes tous interpellés parce que nous savons les fauteurs des troubles. Et malheureusement, pour se protéger, diraient d'aucuns, ils ont lié des pactes, des alliances avec ces groupes terroristes qui continuent à terroriser nos populations. Et ce que nous avons développé au niveau de la MDH,
c'est d'aller vers la sécurité collaborative. Et là où je vous parle, il y a une équipe de l'AMDH qui se trouve à Fourou, dans le cercle de Kadjolo, région de Sikasso, où nous sommes en train de créer cette confiance entre les communautés et les forces de sécurité. Parce qu'en réalité, les forces de sécurité sont là pour les protéger. Mais dans leur mental, dans leur tête, les communautés pensent que leur ennemi, c'est les forces de sécurité. Parce que souvent, à cause d'un petit problème qui s'est passé entre eux et la gendarmerie du coin, donc ils refusent de donner l'information. Donc l'AMDH est dans les zones de Fourou, de Kaï et de Nyono pour essayer de créer cette dynamique de collaboration entre les forces de sécurité et les communautés maliennes. Donc nous sommes à pied d'œuvre. Et là, pour aider l'État du Mali aussi, nous procédons souvent à des dénonciations. Nous faisons des dénonciations, nous faisons des interpellations. Et nous n'hésitons jamais à aller vers le ministère de tutelle, le ministère des droits de l'homme, pour leur expliquer certaines situations afin que cela soit indiqué rapidement. Alors, vous avez parlé de dénonciation. Est-ce que cela n'est pas risqué pour les populations? Bon, la dénonciation n'est pas souvent très risquée si cette confiance est créée entre elles. Voilà pourquoi nous parlons de la gouvernance de la sécurité. Ça passe par les communautés. FDS, les forces de sécurité et les communautés doivent être dans cette dynamique afin d'indiquer ces mal-là et afin de barrer la route à ces bandits qu'on appelle terroristes. Terroristes, tout à fait. Alors aujourd'hui, vous avez déjà brossé le bilan qui est très peu reluisant d'ailleurs. Alors de quel outil dispose-t-on pour mesurer un peu le niveau de respect ou non des droits de l'homme? Bon, par cette question, il y a deux mécanismes. Pour répondre à cette question, il y a deux mécanismes. Il y a un mécanisme universellement connu, qui se tient tous les ans à Genève. C'est l'examen périodique universel. Chaque pays est interpellé pour venir faire l'état de ratification des conventions et des traités. Vous avez signé telle convention, vous êtes à quel niveau? Donc, pour le savoir, les États doivent produire des rapports dans ce sens et expliquer, voilà, nous sommes à tel niveau, nous avons atteint tel niveau. Sur le plan international, cela se mesure comme ça. Mais à l'interne, vous avez vu l'espace d'interpellation démocratique. Et cet espace-là aussi, nous pouvons le dire que l'AMDH y est pour beaucoup. Cet espace permet de dire aux autorités en face ce qui se passe. Ce qui se passe réellement sur le terrain. Et donc, ils vont comprendre tout de suite que la situation des droits n'est pas reluisante. Et ensuite, vous avez parlé du symposium. Ce symposium aussi, c'est un forum qui permet de dénoncer et d'interpeller tous les cas de violation et les abus de violation. Justement, j'allais en venir, je voulais vous poser la question qui est de savoir quelle peut être la place et le rôle du symposium, parce que c'était la 15e édition, pour vraiment rendre plus reluisant le respect des droits de l'homme. Donc ce symposium, c'est un espace, et là je profite pour saluer la CNDH par rapport à la tenue de cette édition, du 15e édition, qui a été vraiment une vraie réussite, quoi. Il faut le dire. Ça a été une vraie réussite. Beaucoup de sujets ont été débattus. Et vous avez vu le ministre de la refondation, Ikassa, qui est allé dans les ANR pour expliquer que au cours de ces ANR-là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et le symposium est revenu sur les mêmes choses et a interpellé l'État et a fait des recommandations à l'État afin que les citoyens puissent vraiment être réellement établis et remplis de leurs droits. Tout à fait. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait? Nous savons que le symposium est là et ça aide à améliorer un peu le niveau, mais est-ce que c'est un levier vraiment utile au respect des principes des droits de l'homme? C'est un levier très très utile. Et surtout, ce symposium a été organisé par la Commission nationale des droits de l'homme. Une commission gouvernementale qui est là pour veiller au même titre que l'AMDH sur le respect et la protection des droits de l'homme. Et c'est eux qui sont aussi interlocuteurs comme nous
auprès des autorités pour leur expliquer la situation et leur donner des cas précis afin qu'ensemble nous puissions trouver la solution. Et vous avez vu le problème de l'esclavage. Moi-même, j'ai été dans la région de Caille. Tout à fait, oui. C'est difficilement compréhensible, mais le phénomène existe. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais quand vous écoutez un groupe et vous allez écouter l'autre groupe, vous êtes carrément perdu. Parce qu'il y en a qui dévient carrément. Est-ce que le fait souvent de ne pas donner sa fille en mariage à quelqu'un est relatif à l'esclavage? De ne pas donner sa fille à un esclave, les gens assimilent ça à de l'esclavage. Alors que, par ailleurs, on donne sa fille à qui on veut. Oui. Si je ne veux pas que ma fille se marie avec un tel, je le dis. C'est ton droit. Donc, il faut faire énormément attention à certains aspects de l'esclavage. Mais la CNDH l'a souligné, il l'a documenté. Là, bravo à la CNDH, il faudrait les féliciter. Bravo alors. Et a donné aussi des recommandations à l'État. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est un levier très utile. L'État peut s'approprier de ces recommandations et pour aller vers une meilleure protection des droits de l'homme. Alors, est-ce à dire que, est-ce que ce n'est pas plutôt à dire qu'il faut déterminer les terminologies, les définir mieux pour que les gens puissent faire la part des choses entre les différents mots et les différentes théories autour de chaque mot qui puissent appeler soit à l'esclavage, soit au non-respect des droits de l'homme. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que la terminologie est très, très, très importante. Vous avez vu aussi au symposium, il y avait le procureur du tribunal anti-cybercriminalité. Il a expliqué. Mais moi, je pense qu'au symposium, beaucoup de choses ont été dites. Oui. Il faudrait qu'il y ait une frontière. Parce que nous sommes réjouis, non seulement par la loi qui réprime les délits de presse, et ensuite, il y a ce nouveau mécanisme qui est arrivé, la cybercriminalité. Donc, quelle est la frontière? Il faudrait qu'il y ait beaucoup de séminaires, beaucoup d'ateliers par rapport à cela, avant que le nouveau code qui est sur le bureau du CNT ne soit voté. Il faudrait que les gens s'asseyent, discutent, fassent la frontière, les limites entre telle infraction et telle infraction. Parce que là, les défenseurs des droits de l'homme sont un peu contrariés quand on parle de délit de presse et on parle de la lutte anti-cybercriminelle. Donc, il faudrait qu'on trace nettement sur ces les deux frontières. plans, il peut y avoir des parce confusions. Que, voilà, les journalistes qui étaient dans la salle ont eu à poser la question de savoir quelle est la limite. Est-ce que telle infraction ne tombe pas sous le coup de la loi de 2000 sur la liberté de la presse, la répression des infractions par rapport à la liberté de la presse, ou bien ça ne tombe pas dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. Donc ça, c'est des détails que le symposium a fait ressortir. Et je pense que c'est une très très bonne chose et ça va permettre à beaucoup de se ressaisir et de comprendre par quelle direction il faut prendre. Alors, nous savons que dans la lutte, dans le respect des droits de l'homme et dans la lutte contre leur régression, aujourd'hui, l'AMDH est incontournable. Et qu'est-ce qu'elle fait pour appuyer l'État à gagner ce combat contre les violations des droits de l'homme? Voilà. Je le disais tantôt, et que l'AMDH est à pied d'œuvre, à Fourou, à Nyono et à Caille. Donc, c'est pour appuyer la politique de l'État en matière de promotion et de protection. Donc, en passant par les communautés qui ne comprennent pas que les forces de sécurité sont là pour les protéger, et en faisant cette connexion entre les communautés et les forces de sécurité, nous avons quand même eu une expérience à la gare de Sogoniko, une gare qui reçoit plus de 30 000 passagers par jour. Il y avait beaucoup de cas de viol, beaucoup de violations des droits, beaucoup de cas de viol. Des petites filles qui arrivent sans qu'ils puissent avoir leur famille d'accueil, voilà, sont violentées par certains délinquants de la gare. Donc nous avons pu mettre en œuvre un système qui réunit les syndicats, les transporteurs, les commerçants, les coxers, la police, la mairie du district, pour essayer de créer une dynamique
afin d'indiquer à ces banditismes-là. D'ailleurs, nous n'avons pu le faire parce qu'aujourd'hui, il y a une parfaite collaboration entre la police et tous ces syndicats et transporteurs commerçants qui se trouvent à la gare de Sogoniko. Et ensuite, nous avons pu assurer l'éclairage avec l'aide de la mairie du district et autour de la gare de Sogoniko. Et enfin, nous avons pu mettre un comité de suivi présidé par un magistrat. Un magistrat parce qu'à chaque fois, les gens se plaignaient qu'on prenait des voleurs, on les amène au tribunal, la police pense faire son travail, et qu'après, les mêmes personnes se trouvent à la gare. Donc nous avons mis un procureur à la tête du comité, et cela a beaucoup soulagé et a fait diminuer les suspicions entre la communauté. Et ensuite, qu'est-ce que je disais? Je disais que nous faisons des visites de prison. Nous faisons des visites de prison pour dénoncer l'engorgement des prisons. Ensuite, nous allons nous référer à notre ministère de tutelle, qui est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, afin qu'il puisse ouvrir des enquêtes sur des cas qu'on a dénoncés. Voilà. Donc ces actions, nous sommes là pour épauler la justice et donner des éléments. Et d'ailleurs, nous accompagnons beaucoup de victimes. La crise de 2012, par exemple, nous avons accompagné des femmes victimes de violences sexuelles au niveau du pôle judiciaire spécialisé. Mais malheureusement, ces dossiers ne bougent pas pour faute de moyens. Et nous voulons vraiment attirer encore. Et nous l'avons fait, nous allons encore le reprendre afin que notre ministère de tutelle, malgré son maigre budget, puisse nous venir en aide afin que des avocats soient constitués pour l'aboutissement de ces dossiers. Justement, je voulais vous demander de quels moyens est-ce que vous disposez pour mener toutes ces activités. Elles sont quand même importantes, surtout cette activité de la gare de Sogoniko. Comment vous avez fait jusque-là? Donc, nous cherchons des partenaires. Et je souligne au passage que contrairement à la CNDH, tous les membres de l'AMDH, du bureau national, sont des bénévoles. Nous n'avons pas de salaire, nous n'avons absolument rien. C'est souvent sous la base de nos cotisations propres, ou souvent sur des quêtes que nous faisons au niveau de chaque membre du bureau national. Mais pour aller vers les grandes actions, comme je viens de les décrire, il faudrait qu'on cherche des partenaires. Vous avez vu, l'Institut danois des droits de l'homme nous épaule beaucoup dans la gouvernance de la sécurité entre communautés et forces de sécurité. Vous avez aussi Caritas qui nous aide à réinsérer les enfants en conflit avec la loi. Vous avez aussi Terre des Hommes avec qui nous développons beaucoup d'actions. Donc si nous postulons comment on appelle, à ces appels d'offres, nous présentons notre demande et si ça agrée au bailleur, on fait un partenariat, on fait une convention et un budget établi. C'est comme ça que nous venons en aide. D'accord. Alors aujourd'hui, quels sont les projets de l'AMDH? Bon, l'AMDH a beaucoup de projets. Je viens d'en parler tout de suite. Les femmes qui n'ont plus d'assistance, les enfants en conflit avec la loi qui sont sur l'axe Bamako jusqu'à Gao à cause de ce conflit. Nous envisageons aussi de faire, comment on appelle, beaucoup d'actions au niveau des prisons pour décongestionner les prisons et aider le gouvernement à la suite de beaucoup de dénonciations et beaucoup d'interpellations afin que des mesures idoines soient vraiment prises. Sinon, les prisons maliennes aujourd'hui sont des mouroirs. Quand vous rentrez, vous sortez avec des maladies. Donc, il va falloir qu'on change cet état de fait. Parce que c'est des personnes humaines qui sont là-bas. Et personne ne peut savoir si un jour vous n'allez pas faire un tour là-bas. Donc, il vaut mieux qu'on trouve des solutions pour améliorer leurs conditions de vie et décongestionner la maison d'arrêt de Bamako. Vous savez, au Mali, il y a beaucoup de prisons, mais beaucoup d'actions ne vont pas vers les prisons. Mais est-ce que cela n'est pas aussi dû à la lenteur de l'application de la loi? Bon, ce n'est pas dû à ça, c'est des questions de moyens. D'accord. Voilà, je disais au début, le ministère de la Justice a fait beaucoup de choses. Ils ont fait beaucoup de choses avec leur budget très maigre. Mais malgré tout, cela ne suffit pas.
Tout à fait. Et comme vous le savez, les droits de l'homme sont une conquête, une quête perpétuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter parce qu'on a eu ça, on continue toujours pour que les gens soient dans un épanouissement total. Tout à fait. Alors, Maître Mariko, un dernier mot avant de se quitter? Bon, le dernier mot, ça va à l'endroit d'abord de toutes les victimes, civiles et militaires, qui ont vraiment, avec leurs familles, peiné dans cette crise-là que nous vivons. Et ensuite, la promotion et la protection des droits de l'homme, comme je l'ai dit toujours, c'est une quête perpétuelle. Nous sommes dans notre rôle, il faudrait qu'on les comprenne comme ça. Personne n'est ennemi de personne, mais il faut souvent savoir articuler et parler, et savoir parler de ce qu'on doit dire à tel moment ou à tel moment. Mais si cela nous manque, c'est ce qui va encore empirer la situation parce que ça va créer beaucoup de désordre dans la République. Et vous le savez, je vais demander à toutes les ONG qui sont impliquées dans la défense, la promotion des droits de l'homme, d'éviter d'être instrumentalisées. Je ne dis pas qu'elles sont instrumentalisées, mais c'est facile. C'est-à-dire que le pan est vraiment... Il n'y a pas une limite sérieuse pour aller de l'autre côté, à l'instrumentalisation. Il faudrait faire énormément attention, parce que nous vivons dans un pays où les gens cherchent le quotidien. Bon, il suffit qu'on vous présente une situation et que vous bondissez sur la situation. Donc vraiment, je demande à tout le monde, à toutes les ONG, à tous ceux qui travaillent dans ce domaine, d'aller approfondir les investissements. Quand on vous parle de violation, de telle ou telle personne ont été assassinées, violées par-ci, par-là, cherchez à savoir qui sont ces personnes. De faire des investigations sérieuses. Faire des investigations sérieuses, aller jusqu'à savoir ils sont de quel village, ils sont de quelle famille, est-ce qu'ils ne sont pas impliqués dans cette crise-là d'une manière négative. Donc qu'on trouve la solution et qu'on dise réellement ce qui s'est passé. Et ce qui ne s'est pas passé, on ne peut pas s'arrêter d'un coin à un autre pour appeler au téléphone et qu'on vous dise que telle famille a été massacrée par les militaires, telle autre a fait comme ça. Et prendre ça pour de l'argent comptant. Il faudrait qu'on évite tout ça là. Parce que le Mali ne mérite pas ça aujourd'hui. Mais je ne dis pas qu'il y a une guerre propre. Aucune guerre n'est propre. Il peut y avoir des dérives partout, mais sachons les dénoncer. Et sachons les dénoncer dans la réalité, sans aller vers cette instrumentalisation. Merci beaucoup, Maître Mariko. Nous avons été ravis de vous recevoir sur ce plateau et surtout d'échanger sur ces thèmes aussi importants. Fidèles téléspectateurs, vous l'aurez compris, c'est la fin du JT7 de ce dimanche 17 décembre 2023. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure et sur ce même plateau et avec un immense plaisir. D'ici là, restez en compagnie des programmes de ORTM2. Au revoir.